Bonjour à Bonjour à tous. tous. Donc, Donc, je commence par vous commence par vous présenter celle présenter que vous celle ne que vous voyez ne pas, mais voyez que vous pas, mais que vous connaissez par connaissez cœur, par qui est cœur, qui est Hélène, qui réalise une fois encore encore des petits exploits pour nous permettre de vous vous parler parler malgré mes malgré mes demandes un demandes un peu peu bizarres bizarres du du dernier dernier moment. moment. On On a a avec nous, avec nous, comme très comme très souvent, pas souvent, tout le pas tout temps, le temps, hein, t'es pas toujours là, mais quand tu es là, ça se remarque. Et oui, Théo Poisson, Théo Poisson de Capsule Corp, qu'on présente plus. Bah, enchanté, ravi d'être là avec vous ce soir. On a un invité qu'on n'avait encore jamais eu, qui est un méca. Confirme? Non. Oh Non, je n'ai pas cette chance d'être un méca. Non, non, je suis le fondateur de Cat Monsters. Ça, je sais, je sais qui tu es, Benjamin, mais je crois que tu étais non, je suis pas un méca. méca. Mais alors, c'est une communauté qui nous a rejoint très vite dans le projet, dont on parlera plus tard. Mais enchanté et Donc, super content d'être là. Merci beaucoup. Benjamin avec pour nous l'invite. de Cat Monsters. Et puis, on a, lui qu'on ne présentera pas longuement parce que tout le monde le connaît dans cet univers, on a avec nous Bilal El Alami, qui nous parle non pas de Levallois, où il a ouvert Pirates Lab avec d'autres, mais du 9e arrondissement, des bureaux de Dogami, une de ces réussites dont on va beaucoup parler aujourd'hui, pas très loin de la NFT Factory aussi, dont tu es membre. Je ne sais pas si tu nous entends, Bilal. Et nous, on ne t'entend pas. Je crois que ton Si, micro est- je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Hello tout le monde. Merci pour l'invitation et super excité de pouvoir échanger avec vous ce soir. Ouais, donc c'est une nouvelle formule et c'est sympa de ne pas nous en vouloir pour le petit côté improvisation. J'ai torturé Hélène la semaine dernière parce qu'on avait beaucoup apprécié l'émission avec Carlos. Ceux qui étaient là auront un avantage pour le petit quiz de tout à l'heure. Émission avec Carlos qu'on avait fait en live depuis New York, où tu étais aussi, je crois, Bilal. Tout à fait. J'ai même eu le plaisir de partager une bonne heure et demie avec Carlos. On s'est retrouvés à l'occasion de NFT NYC, qui était cette conférence qui regroupait plus de 15 000 personnes de l'écosystème Web3, NFT à travers le monde. Et donc, c'était plutôt excitant. On a rencontré pas mal de gens cool, de porteurs de projets cool, connus ou pas connus. On a eu aussi des petits coups de cœur. Et voilà, c'était surtout l'opportunité de rencontrer en personne ces gens qu'on voyait en visio pendant toutes ces années. Évidemment, profiter du contexte et de l'excitation et de New York pour évidemment prendre du plaisir aussi. Et, et voilà, les conférences étaient aussi super intéressantes. Et Pas ouais, ça mal de... devait être- Ouais, tout à fait. Il y avait plein de side events. On faisait 2-3 side events par soir. Donc très intense parce qu'on se déplaçait beaucoup. Et puis aussi avec Dogami et mon associé Maximilian, avec qui on est allé à New York. On a aussi profité de l'occasion pour voir des potentiels partenaires pour Dogami, pour voir des potentiels investisseurs pour Dogami. Donc ça avance plutôt bien et le voyage à New York était vraiment top. Mais tu vois, nous, ça nous a donné envie de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire on s'est dit qu'on allait continuer sur les visios. Toi, tu as profité de New York pour voir des gens en direct, et nous, on a profité de New York pour se dire on va continuer sur les visios parce que ça a plutôt plu aux gens qui nous ont fait des retours. Et du coup, moi, je me suis emballé et j'ai dit à Benjamin, bah, viens aussi, on va le faire aussi en visio. J'ai dit à Marc Moni, que je salue, qui est un coiffeur de Mayenne, en Mayenne, viens aussi, on va faire une petite intervention de 10 minutes. Tu nous raconteras, toi, Marc, qui fait des coupes payées en Bitcoin, comment ça fonctionne à Mayenne en Mayenne. Et puis bah, finalement, Hélène m'a ramené à la raison. Elle m'a dit non, 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 c'est trop compliqué. Donc on a cette configuration qui, je l'espère, vous satisfait, avec toi, Bilal, en visio, Benjamin et Théo avec moi autour de cette table. Et puis vous, surtout, qui allez pouvoir nous poser plein de questions. Moi, j'avoue que je t'ai fait venir, Bilal, aussi pour faire le SAV de mon achat, parce que cette semaine, j'ai minté mon premier Dogami. Et je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je ne sais pas exactement ce qu'on peut faire avec ces chiens, mais je me suis dit que tu allais pouvoir m'en dire plus. Comment tu présentes Dogami quand on te dit ah, mais tu bosses dans quoi, toi? Alors, c'est un jeu vidéo Web3 qui vise à réinventer Tamagotchi ou Nintendogs. De manière très simple, c'est comme ça que je le présente. Après, il y a un deuxième layer où je complexifie et je dis on utilise des NFT pour créer de la rareté digitale et améliorer le lien qu'on a avec son animal virtuel, ou du moins l'augmenter.
et de la réalité augmentée pour à la fois contextualiser dans son environnement son chien unique et jouer avec lui dans cette loupe d'élevage virtuel, mais aussi pour entrer dans toutes ces trends du métaverse et cette interopérabilité qu'on peut donner entre les NFT et différents jeux, qui, certes, sur le papier aujourd'hui, n'est pas vraiment réel, mais on y travaille dessus. Et pour ceux qui suivent Dogami, on a fait un partenariat. Ok, donc là, ils sont en train de faire un pendu, je ne sais pas si tu vois, et ils avaient... Croyez-moi, c'était éponge. Quand tu dis nous revoilà, Hélène, est-ce que ça veut dire que les gens nous entendent? Est-ce que vous nous entendez? C'est ça, j'ai la caméra. Ah, vous nous entendez? Ah ouais, super, Ah on ouais, va pouvoir en d'accord. discuter. La discussion était géniale entre nous, j'espère que chez vous aussi, j'ai vu, j'ai vu le pendu. Bravo. On a parlé de tout, on peut repartir. Ouais, franchement, c'était bien. Merci à tous pour Je ce vous en super prie, au revoir. live. Donc, avant que vous partiez, avant qu'on perde la connexion, un détail, mais qui n'en est pas un. On était en train de parler d'un cadeau, et c'est un cadeau que tu fais, Benjamin. Donc, juste Exact. redire, et on va voir. Si ça replante, c'est que c'est toi qui es maudit. D'accord. Alors, pour tous les auditeurs de 20 minutes au carré qui se présentent sur le Discord, dans le chat général, vous vous dites 20 minutes au carré. De 4 Monstars. Hein, Ouais, 4 Monstars, on précise quand même. Ouais. Et donc, vous trouverez le lien sur le compte Twitter. C'est le plus simple pour y accéder pour le moment, là. Et vous aurez un free mint, voilà, pour 4 Monstars. Donc, Allez, c'est le premier cadeau de la journée. appelez vos amis, dites-leur de venir, de se connecter, faites bouger, venez sur le Twitch un petit peu, qu'il y ait du monde, qu'on s'ambiance un petit peu. Voilà. Donc c'était ça le cadeau du lancement du live, et c'était pas le airdrop de mon propre chien, mais c'est gentil d'avoir proposé, je le garde. Pour information, j'ai donc minté un Dogami, on en parlait tout à l'heure avec Bilal. C'est mon premier chien et j'en suis très content. C'est une levrette italienne, un petit lévrier italien, charmant, mais qui n'a pas encore de nom. Et donc je vous propose de m'aider, puisque je crois, Bilal, qu'on peut donner un nom à son chien. C'est une des actions qu'on peut faire aujourd'hui. Exactement. Bah, je disais que la première utilité, en attendant la sortie du jeu, d'avoir le chien en NFT, bah, c'est qu'on peut lui donner un nom. Et donc, comme je disais, nous, notre objectif, c'est de créer un jeu à la Nintendo Tamagotchi, donc d'élevage virtuel. Ce qui est important pour nous, c'est que l'utilisateur puisse créer un lien avec son avatar de jeu. Alors, ce lien, il est augmenté avec les NFT, parce que chaque NFT est unique, à la fois dans son look and feel, mais aussi dans ses génétiques. Mais ça lui permet justement en lui donnant un nom, de l'empersonner ou de se l'approprier encore plus, et de commencer à créer ce lien en attendant la sortie du jeu qui va arriver à partir de début septembre, où on va faire des sorties, des releases itératives, où on va accepter de plus en plus de joueurs entre septembre et fin octobre. Alors, pas de commentaires sur la levrette italienne, Usul, mais je t'ai lu, je me doutais que ça allait vous lancer. Je veux bien un nom, les gars, donc les filles, évidemment, si vous avez des idées de noms, je suis preneur. Théo, il est toujours ultra inventif, donc je suis sûr qu'il va proposer des choses, mais ça arrive à un moment ou à un autre. Moi, donc, tu me dis, en attendant la sortie du jeu, déjà, à quelle échéance tu penses, cette sortie-là? Il y aura une première release début septembre, qui donnera accès à entre 100 et 500 utilisateurs holders au jeu. Et puis entre septembre et fin octobre, on va accueillir de plus en plus de joueurs jusqu'à la release worldwide qui aura lieu plus ou moins 2 mois après septembre. Comment se fait la sélection du coup par palier de ces joueurs? C'est lié en fonction du niveau de rareté du NFT? Non, ça va être plus lié à l'engagement qu'ils ont au sein de la communauté. Probablement nos whales, qui ont en effet plus de 5 à 7 Dogami, auront probablement un accès prioritaire, mais c'est pas vraiment exactement défini, donc je ne vais pas trop teaser. Mais l'idée est de faire quelque chose de fair et de permettre aux membres de notre communauté les plus engagés d'avoir accès en priorité au jeu. Ok. Ouais, sur le jeu en question, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur moi j'ai eu un Tamagotchi comme beaucoup de personnes de ma génération, et d'ailleurs
J'ai l'appli Tamagotchi encore sur mon mobile. Nostalgique. Ouais. Non, j'ai voulu voir en préparant un peu l'émission. Je regardais un peu où ça en était, Tamagotchi. J'ai vu qu'ils avaient relancé une app assez moderne, qui est beaucoup plus complète. Et j'ai même racheté un Tamagotchi pour montrer à ma fille, que je devrais recevoir d'ici peu de temps, que j'ai pris sur Amazon. Donc je me suis fait un délire Tamagotchi en pensant à Dogami, tout ça. Et je me suis rappelé d'une scène quand j'étais petit, que si on laissait le Tamagotchi trop longtemps dans son caca, parce que c'était souvent ça, puisqu'on ne s'en occupait pas, donc il y avait des excréments, tout ça, il pouvait mourir. Ouais. Est-ce que mon chien va mourir? Voilà, je te laisse poser la question. Non, ne me dis pas oui. Non, les chiens peuvent pas mourir. Alors, pour expliquer le jeu, et en fait, pour préciser, pour expliquer la première phase du jeu, parce que le jeu, il a vocation à être évolutif et à avoir d'autres types de gameplay. Dans la première phase du jeu, c'est la phase qu'on appelle Dogami Race. C'est un jeu single player, c'est-à-dire qu'on y joue tout seul, pas contre l'ordinateur, mais avec son avatar, avec l'objectif de faire passer le Dogami du chiot à l'âge adulte. Dans Tamagotchi, vous aviez à peu près 6 actions récurrentes à faire auprès du Tamagotchi. Dans Dogami, vous avez une vingtaine d'actions qui sont segmentées comme les actions essentielles, lui donner à manger ou le laver, et les actions non essentielles comme lui apprendre à donner la batte ou aller chercher la batte. Donc la première phase du jeu vise à apprendre à votre chien ces 20 actions. Les actions essentielles, il faudra toujours continuer à les faire parce qu'il aura toujours besoin de manger. Et en fonction de votre assiduité sur ces actions-là, vous gagnez plus ou moins de doga, qui est la monnaie du jeu, ou le reward, la récompense qui est donnée en fonction du jeu. Donc à la différence de Tamagotchi, où moins bien on en prenait soin, plus il avait de chances de mourir, chez nous, plus on en prend soin, plus vous gagnez des rewards. C'est plus sympa déjà. C'est le modèle. Donc ça, c'est la première phase qu'on appelle Dogami Race. Ensuite, le jeu va évoluer dans une phase qu'on appelle Dogami Explore, où là, votre Dogami, il est adulte, et du coup, vous avez de nouvelles quêtes à faire. La première, c'est évidemment la capacité à s'accoupler avec d'autres chiens et à créer de nouveaux chiots que vous allez pouvoir vendre, et donc vous créez un revenu. Mais on peut aller plus loin et implémenter un croisement entre Pokémon Go, Mario Party et un vieux jeu qui s'appelait Ingress, dont le type de jeu a été refait récemment par Reddit avec leur espèce de jeu un peu worldwide où il fallait construire une image. Pixel War. La guerre de pixels, ouais. Exactement. Et donc Ingress, qui sont dispersés partout dans le monde, et soit régionalisés, soit sous forme de clans ou de guildes, participent à des compétitions contre d'autres clans ou d'autres guildes. Et donc il y aura des quests un peu avec à Pokémon Go, dans un gameplay communautaire, un peu à la Ingress, et il y aura plusieurs mini-jeux d'exploration, d'où le Mario Party. Ah ouais. C'est vaste, vous tapez dans plein de domaines. Techniquement, j'imagine que c'est un enjeu assez dingue, d'en plus d'appuyer tout ça sur une blockchain qui est Tezos. Oui, tout à fait. Ouais, c'est pas facile de créer un jeu, encore moins sur Web3, et encore plus difficile de créer une game loop addictive pour créer de la rétention dans le temps. Néanmoins, Je le sens bien. Alors, excuse-moi. Ouais, néanmoins, on le sent bien. On a réussi à créer, en fait, reprenons les faits. Les faits, c'est qu'on a réussi à créer une communauté de plus de 250 000 personnes. Cette communauté est plutôt engagée. On le voit assez bien dans le taux de conversion de nos mints. On a sold out 2 collections, dont une au début de ce qu'on appelle le peer market. Donc, hiver. Ce marché baissier. Ouais. Un moment où le marché était vraiment pas en forme. Hein. Ouais, on est dans un contexte économique qui n'est pas des plus favorables, pour le dire comme ça. Et, mais on a montré qu'on pouvait créer de l'adoption avec notre jeu. Nous, c'était notre objectif principal.
de créer quelque chose d'attractif, de fun, de cool, qui s'adressait à un vaste échantillon de potentiels utilisateurs. Essayer d'aller taper, d'entretenir cet aspect réaliste dans le gameplay, pas au sens c'est un jeu de simulation, même si c'est quand même un peu le cas parce que c'est fait avec des experts canins et le jeu a vocation à être pédagogique, mais plutôt dans le sens de dire le Shiba Inu il existe vraiment dans la vraie vie, il ressemble vraiment à ces attributs qui caractérisent, qui vont impacter les résultats dans le gameplay sont homogènes à un Shiba Inu comparé à d'autres chiens. Donc voilà pourquoi je dis que c'est assez réaliste dans l'interface utilisateur, mais aussi dans le gameplay. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit encore plus réaliste et que le Shiba Inu, ce soit le mien, celui avec qui je vis réellement? Enfin, j'ai pas de chien, mais imaginons que je vous envoie des photos de mon vrai chien et que vous en fassiez un avatar qui ne meurt pas, ce qui est un avantage assez certain pour un animal, et que je pourrais amener dans mes différents mondes virtuels. On a eu 1 million de demandes comme ça. Désolé, je suis pas le premier. Plein de gens qui nous ont dit... c'est limite le premier truc qu'on nous a demandé. En mode, j'adorais mon chien, j'ai grandi avec mon chien, il est mort, est-ce que vous pouvez le ressusciter dans le digital life, dans le digital realm, tu vois. Donc c'est assez marrant. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y avait Dogami Race, Dogami Explore, et il y a la 3e phase du jeu qu'on appelle le pétaverse. C'est là où on veut en arriver. Dans ce pétaverse, il y a un mode de jeu qu'on a imaginé, qui est la 3e phase de vie du chien, où on l'appelle la phase spirituelle. Et dans cette phase spirituelle, on se laisse de la flexibilité pour faire des trucs un peu fun comme ça. Néanmoins, rien n'est arrêté, donc que la communauté ne se fasse pas d'idées. Ouais, c'est ça. C'est un brainstorming collectif à ce niveau. J'ai Usul qui nous dit que c'était le principe du projet. Alors, les commentaires sont loin et je vieillis. Alphée, j'ai l'impression, pour les chats. Et 28 qui nous dit que c'est un projet qui est dans la semoule, si j'ai bien compris. Moi, j'en ai pas entendu parler de ce projet, mais oui. Ouais, tu connais. C'est un projet qu'on a accéléré avec Capsule Corp Labs et effectivement qui est dans la semoule, qui nous a quittés. Mais ça rejoignait tout à fait ce concept de digitalisation de l'animal de compagnie. D'accord. Et le NFT s'y prête carrément bien. Et je suis certain que d'autres projets vont réussir à reprendre ce flambeau parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et l'attente, comme tu le dis si bien, est très forte. Ouais, c'est pas forcément le public classique, si j'ai bien compris que vous avez le public classique des projets Web3 je ne sais pas si on peut le typifier, mais c'est un petit peu moins masculin dans votre communauté, un peu moins jeune tech homme. Vous avez des retours là-dessus? Alors, pour donner des chiffres, on a quasiment 30% de nos utilisateurs, de nos holders qui sont des femmes et de notre communauté. Wow. On a 50% de nos utilisateurs qui sont entre 16 et 28 ans, mais on a un spread de 12 ans à 62 ans. 45% de la communauté a téléchargé Discord pour la première fois avec Dogami. Pour les wallets. Ouais. Des métriques claires que des gens ont téléchargé des wallets pour la première fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme chiffre cool? Sur 4200 whitelist, on a eu 95% de taux de conversion. Donc sur notre second drop, il y avait 4200 chiens, Dogami, il y avait 4200 whitelist et il y a eu 4100 personnes, plus de 4100 personnes qui ont minté. Donc ça fait plus de 95% de taux de conversion. Et c'est très bien ce que tu disais sur la communauté qui est peut-être moins Web3 que d'autres projets, mais c'est parce qu'on a été très dur. On a mis en place une stratégie qui visait à rendre sain notre communauté au fur et à mesure du temps. Donc typiquement sur le premier mint, on permettait aux gens d'acheter 2 Dogami par adresse, et tout le monde on a fait un mint entier en private. Pareil pour le second, sauf que dans le second,
un wallet, une personne pour une endogamy. Donc, tu attires beaucoup moins de spéculateurs parce que tu ne vas pas spéculer avec un endogamy. Bon, tu peux spéculer avec un endogamy, mais est-ce que ça valait le coup de passer à travers tous ces challenges de mimes, de AR, de fan art et tous les jeux desktop qu'on a fait pour choper des whitelists afin d'en faire une et de faire une culbute où tu faisais x3, ok, peut-être que tu peux gagner 500 €. Mais en fait, pour vous donner un nom, des métriques, il y avait 100 000 sessions de jeux sur les jeux web desktop qu'on a créés. On a créé 3 jeux desktop pendant 3 semaines pour les whitelists du second drop. Tous les jours, il y avait 100 000 personnes, 100 000 sessions de jeu. Chaque joueur essayait 8 fois en moyenne et passait en moyenne 3 minutes 30 dans le jeu par session. Donc c'est plutôt des chiffres de rétention et d'engagement qui sont vraiment top. Ah, c'est assez dingue, mais tu disais une communauté qui n'est pas forcément orientée spéculation, mais tout à l'heure, et je ne le savais pas, tu parlais de la possibilité de faire des bâtards finalement, enfin de l'hybridation avec 2 chiens. Ça, c'est quand même une mécanique qu'on connaît dans des jeux de Play to Earn, je pense, enfin jeux ou applications de Play to Earn, je pense au Move to Earn et aux chaussures de Stephen qui se reproduisent par magie du cordonnier. C'est quand même un truc qui est un appel à l'investisseur. Enfin, tu vois pas ça comme ça? Alors, parce que tout comme les stratégies qu'on a mis en place pour limiter les crypto-mercenaires, pour le breeding, la mécanique du breeding, c'est qu'on implémente des love season. Donc, tu peux pas breed quand tu veux. Il y a un nombre limité de breeds que tu peux faire pendant que les joueurs peuvent faire pendant une love season. Une fois que tu as créé un chiot, tu peux pas en recréer un tout de suite. Il y a une période de, comment on appelle ça, une période de latence avant de pouvoir en recréer un qui s'allonge à chaque fois qu'on s'accouple. Donc il y a pas mal de mécanismes qui visent à cadrer l'inflation de la population. Moi j'ai pas mal de... j'ai commencé dans la crypto et les NFT avec les CryptoKitties. Donc ce système de breeding, je le connais bien. Et déjà, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est le côté pile et face d'une même médaille. C'est-à-dire d'un côté, on peut se dire, bon, ça va attirer des spéculateurs, mais de l'autre côté, il y a aussi, quand on est CryptoKitty, il y a un côté amélioration de la race, quelque part, et d'aller chercher de la rareté avec l'animal de compagnie, en l'occurrence là, Dogami, et pour les CryptoKitties, les CryptoKitties avec des CryptoKitties de génération 0, génération 1, et ce qui fait des breedings très intéressants, et qui fait après énormément de NFT, finalement, il y en a énormément, vu ça ne limite pas la supply. Mais par contre, il y a des niveaux de rareté très intéressants, et pour les vrais fans, ça donne quelque chose d'assez spécial, une valeur rareté, une collection assez spéciale, enfin, en aparté. Non, on est au cœur de ça. J'imagine que c'est un des modèles que vous avez étudié aussi sur l'hybridation, parce qu'elle n'a pas forcément toujours bonne presse, l'hybridation. Et pourtant, effectivement, j'entends ce que tu dis, Benjamin, elle a aussi des vertus, elle permet de créer des pièces vraiment rares et d'exception. Et si on est amoureux d'un chien, je pense que la reproduction de ma levrette italienne et d'un chien de qualité et très rare donnera forcément un rejeton assez merveilleux. Et puis c'est aussi au départ un petit peu, enfin là je parlais des CryptoKitties, mais c'est un peu au départ du NFT, parce que les CryptoKitties c'est quand même un des premiers NFT, une des premières collections à l'époque avec les CryptoPunks. Et on voit que le breeding est déjà là, présent en 2017 avec... dans les modèles. Donc dans le modèle, quoi. Donc c'est quand même quelque chose de... C'est un des fondamentaux parmi les premiers. Le secret, je pense, pour avoir un jeu sain et une économie saine, c'est de mettre des garde-fous. Et c'est ce qui manquait certainement dans CryptoKitties et dans l'aspect breeding de Axie Infinity, par exemple. C'est que la population a grossi beaucoup trop vite. Elle a créé beaucoup trop d'inflation, alors que nous, on met ces garde-fous pour jamais excéder certains ratios, et on essaye de
de garder une tension constante entre notre nombre de NFT en circulation et le nombre de personnes dans notre communauté, ce qui conditionne si on fait, on va dire, des drops tous les 2 mois ou tous les 3 mois. C'est comme ça qu'on règle un petit peu. Donc le breeding ne sera pas le seul axe de croissance. Il y aura de nouveaux drops tous les 2-3 mois de nouveaux Dogami en fait. Exactement, et de nouvelles races de chiens. Et c'est une des raisons pour laquelle on a choisi les chiens, c'est qu'il y a plus de 300 races de chiens, ce qui laisse énormément de profondeur pour créer de la diversité et une population conséquente. Pour l'instant, on fait 800 chiens par race. Donc à chaque drop qu'on fait, c'est des nouvelles races qui sont droppées. Et après, tu peux créer des originaux dans d'autres qui auront plus ou moins de valeur en fonction de leur canin, de leur pédigré. Ouais. Et voilà. Ça répond à la question de Nautilus007 qui nous dit il n'y a plus de Dogami à Mint. Non, on est d'accord que Non. Mais il y en aura de nouveau dans 2 mois. Pour ceux qui ont Il y a peut-être un Dogami à gagner, mais pour ça, il faudrait que votre Discord gagne 10 000 followers. Et là, je me dis, allez, j'offre un Dogami. Ah ouais, 10 000 followers en plus sur le Discord, nous, on ne peut pas gérer. Là. Il y a Gauthier qui va faire un AVC. Voilà, ça répond à ta question Nautilus. Et puis j'ai bien vu passer tout à l'heure ton petit message qui disait qu'on était plus fort à 20 minutes pour l'impression que pour la diffusion. Donc ouais, je te confirme, on peut avoir des petits problèmes. On a aussi eu des problèmes d'impression. Mais ça me permet de vous dire que dans 2 jours, on fera sur le Discord, pour ceux qui sont détenteurs de la machine à écrire, une AMA avec qui veut pour débriefer ce magazine et commencer à parler du suivant. On va déjà débriefer et on parlera du suivant dans un prochain rendez-vous. J'en profite aussi, puisqu'on en est au message de service, je regarde Hélène. Sache qu'on a un quiz, Hélène, à diffuser et tu me dis quand tu es... Ah ben voilà, on va faire un petit quiz, ça va nous faire respirer. 3 questions. Je vous rappelle qu'il y a un NFT à gagner. Techniquement, il y en a 5. 5 NFT, je ne te l'ai pas dit Bilal, je l'ai fait sans ton consentement, c'est pas très Web3 tout ça. 5 NFT avec ta tête dessus, puisqu'on fait gagner des NFT sur Uncut, le service de Carlos Diaz dont on parlait conjointement tout à l'heure. Avec l'invité Fil Rouge, on fait gagner 5 NFT aux personnes qui répondent juste aux 3 questions qu'on va poser. Et ensuite, il y a un petit tirage au sort organisé par... Ma tête en NFT. Hélène, ouais, ta tête en NFT, ça donne accès, on vous l'a expliqué la semaine dernière, à pas grand-chose. Mais parce qu'on va avoir des idées qui vont venir. Alors ça, en revanche, tu touches le pactole, ça c'est sûr. Mais non, ça donne accès à une section sur laquelle, pour l'instant, j'ai posté un seul message qui est bienvenu. Donc, on va vous donner 2-3 trucs de coulisses dans cette section-là. Peut-être des choses qui intéressent des gens qui suivent la quête de lancée dans le premier numéro. Enfin voilà, j'en sais rien. Il va peut-être se passer des trucs dans cette coulisse. Ça peut peut-être valoir le coup d'avoir quand même ce NFT qui donne accès à une pièce cachée finalement du projet 20 Mint. Mais pour ça, il faut répondre à 3 questions sur l'émission de la semaine dernière. Je vous rappelle qu'on avait Carlos Diaz mardi dernier. Et donc, première question. Hélène, tu es prête ? Voilà, on a droit à un pouce levé. Carlos a monté Uncut.fm. Mais pourquoi Uncut ? C'est un hommage à Booba. Réponse A. B. Il ne prend pas de cut sur les revenus générés par les podcasteurs. C. Quand il se lance, personne ne peut lui couper la parole. Il y a une seule bonne réponse à cette question, même si on est tenté d'en donner au moins 2. Comment s'appelle le podcast de Carlos Diaz ? A. Silicon Carnet. B. Mescalifornia. Et C. Techmex. Ouais, j'ai tout donné sur les jeux de mots. Techmex, Mescalifornia, Silicon Carnet. A. Silicon Carnet. B. Mescalifornia. C. Techmex. Et enfin, la dernière question plutôt, c'est que déteste Carlos Diaz ? Est-ce que Carlos Diaz déteste la tequila patronne, à boire avec modération ? Est-ce que Carlos Diaz déteste être son propre patron ? Ou est-ce que Carlos Diaz déteste Patreon ? Voilà, réponse A, la tequila patronne. Réponse B, être son propre patron. Et réponse C, Patreon. Si vous avez toutes les bonnes réponses, Hélène vous a mis de côté. Elle va ensuite organiser un tirage au sort. Et comme on est sur Twitch et qu'on n'a pas moyen de vous contacter directement, il faudra envoyer à Hélène ensuite
surveiller sur le Discord et sur éventuellement Twitter si ça ne fonctionne pas, mais on va le faire sur Discord. On va postuler que vous venez tous sur notre Discord. On fera un petit tirage au sort, on vous demandera vos coordonnées, on vous enverra votre fameux NFT et ce sera chouette de vous avoir dans cet espace où il ne se passe pas grand-chose pour l'instant, mais promis, on va faire des choses. Je me tourne vers toi, Benjamin, parce que depuis tout à l'heure, tu poses des questions très pertinentes et merci pour ça. Mais il y a des gens qui se demandent comment s'écrit Cat Monsters. Ouais. Donc on va commencer par là et puis tu vas nous dire ce que c'est comme projet parce que autant je ne savais pas quoi faire avec mon lévrier italien, mais alors Cat Monsters, j'ai lu plein de trucs pour comprendre exactement ce que vous aviez en tête. Je vois que vous faites plein de choses, mais alors essaye de nous expliquer tout ça de manière... Alors, Cat Monsters, ça s'écrit K-A-T, Monsters, M-O-N-S-T-A-R-Z, Cat Monsters. Donc le site c'est catmonsters.wtf, comme le fameux What the fuck. Ok. Voilà. Et Cat Monsters, c'est un projet qui est né avec Romuald de Wilder, qui est un designer, qui est une agence de design à Paris, qui est mon associé. Et Romuald et moi-même, on travaille dans l'univers du textile et du prêt-à-porter. Moi, je fabrique des accessoires de mode pour les grandes maisons, pour le luxe et le haut de gamme. Donc, ça va être tout ce qui va être les étiquettes qu'on a dans le cou, les hand tags, donc les petites cartonnettes, les choses comme ça. Et Romuald, lui, fait des dessins, donc du design vraiment graphique pour les grandes maisons aussi, les maisons de luxe ou pour enfants ou même des marques un peu hip-hop ou des choses comme ça. D'accord. Et puis, en tant que... Donc, Cat Monsters, c'est le mélange de cat, du chat, voilà, d'un monstre et d'une star. Ok. Voilà. Donc, l'idée, c'était d'avoir un chat monstre star, un peu un délire comme ça, et un univers un peu gore, mais mignon. Ça, c'est pour le personnage du Cat Monsters. L'idée derrière ça, c'est quoi? Moi, je suis consommateur de NFT, j'aime beaucoup l'univers du Web3, et Romuald, lui, qui est designer, graphiste, artiste pour moi, n'avait pas eu l'occasion, à part quelques expositions qu'il avait faites, de s'exprimer pleinement. Aujourd'hui, je vois beaucoup de stylistes, de graphistes qui travaillent en bureau, tout ça, et qui sont quand même des artistes. Et grâce aux NFT, ils ont la possibilité de s'exprimer un peu plus profondément, en créant notamment des collections, par exemple, ou en créant des œuvres numériques NFT qu'ils peuvent minter sur des plateformes d'art, par exemple. Donc, on s'est dit, moi j'avais vraiment envie déjà en amont qu'il puisse créer, développer quelque chose. J'adore ce qu'il fait. Et on s'est dit, voilà, on va partir sur Cat Monsters, qui va être un projet qui va... Moi, ce qui m'intéressait personnellement, c'était de revendiquer les valeurs du Web3. Je trouvais qu'aujourd'hui, à la télé, on entendait beaucoup le crypto-trading, les choses comme ça, enfin, qu'il y en avait une mauvaise image. Le Web3 avait une mauvaise image. Donc, j'ai eu l'idée avec Romuald de créer un projet communautaire, self-driven, donc géré par sa propre communauté, organique, vraiment un côté purement organique, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur... on n'a pas démarré, c'était notre premier projet, on a décidé de ne pas démarrer avec un budget ou de lever des fonds ou de dépenser énormément d'argent, mais on s'est dit, voilà, on va offrir un maximum de NFT à la communauté. En l'échange de ça, la communauté, elle va participer au projet, elle va le développer. Et l'objectif, c'est quoi? D'allier notre savoir-faire, donc le savoir-faire de Romuald et mon savoir-faire, c'est un savoir-faire textile et prêt-à-porter. Et on s'est dit, on va créer une marque qui va être une marque qui va représenter les valeurs du Web3. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de marques aujourd'hui qui rentraient sur le web avec leur fanbase et qui rentraient avec leurs gros sabots et leurs gros sous en disant, moi, j'arrive dans le Web3, je vais faire du Web3. Et en fait, moi, pour avoir été dans plein de communautés différentes, je trouve que c'est pas du tout ça l'esprit. Je trouve que l'esprit du Web3, c'est l'esprit communautaire, dont parlait très bien Bilal. Le fait d'avoir une communauté, le fait d'avoir des gens... qui se réunissent pour échanger et pour partager sur des valeurs communes. Et je me suis dit, avec Romuald, on va créer une marque qui va représenter les valeurs du Web3, c'est-à-dire qui va représenter les dégaines, qui va représenter les crypto-artistes, qui va représenter tout ce qui est aujourd'hui le play to earn. Et on va réunir toutes ces communautés, on va les inviter, et on va travailler ensemble pour développer une marque qui sera une marque prête à porter. Mais créer une marque textile, ça coûte très cher.
D'accord. Ça, on le savait, on le sait très bien. Donc, on a décidé de faire un scale-up. On a décidé de monter en niveau. Cat Monster va être une marque qui va être dans la virtuelle, in the virtual life. On va créer des wearables. Et ensuite, il y a cette possibilité de passer de Cat Monsters à Play Monsters. Donc, en fait, le projet, le main project, qui sera Play Monsters et qui va nous permettre de créer la vraie marque, qui va être une Web3 native marque. Ok. Et en fait, Comme on a des DNVB, vous aurez une marque qui est née dans le Web3 exactement. ok. C'est l'idée. Donc, avec un scale-up, au début, on part sur un projet communautaire. On va réunir une base communautaire des gens qui vont travailler et réfléchir ensemble avec des compétences et des qualités différentes. Ok. On va travailler sur des wearables qui vont avoir de l'interoptabilité, par exemple, ou pas forcément. On va créer des collections. On va créer des points de vente dans les métaverses et on va utiliser les réseaux de distribution existants dans les métaverses, que ce soit les marketplaces ou tous les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour distribuer, parce que c'est créer et distribuer. Parce qu'il ne suffit pas de créer un wearable, il faut aussi après, il faut qu'il se commercialise, il faut qu'il se vende, il faut qu'il s'échange. Et ça, on va le faire avec la communauté. On va le faire tous ensemble. Donc en fait, Web3 native, marque communautaire, Web3 native, donc une marque fashion gérée par sa communauté, née dans le Web3. Bon, c'est super clair. Est-ce qu'ils feront des vêtements pour chiens? C'est ça, moi, ma question. Eh ben, pourquoi pas? J'allais poser la question. Eh ben, écoute, Bilal, si tu veux, si le mint se passe bien, le premier wearable qu'on fera, on fera un wearable interoptable pour chiens. Et comme ça, on fera un partenariat avec Dogami et ça sera parfait. Allez, on crée des liens. Vous en avez déjà un, vous, de partenariat un peu ronflant, là, avec une marque un peu sexy aussi? C'est celui qu'on a annoncé, alors je le montre dans mon téléphone avant que magnifique. Le partage fasse tout sauter. Sur l'officiel. Ce qu'on voit, c'est la couverture d'un magazine de fashion assez connu qui s'appelle L'Officiel. Et on a annoncé notre partenariat avec Gap, que vous voyez ici en hoodie sur le chien, en faisant la couverture du magazine L'Officiel. Spécial métaverse. On annonce un partenariat avec une boîte américaine cotée, qui est Gap. Tout le monde connaît, on a tous grandi avec un hoodies Gap quand on était petit. Et en fait, ce qu'on fait avec eux, c'est deux choses. Le premier, c'est qu'on crée des accessoires virtuels, donc ce qu'on appelle des wearables en anglais, ou des habits virtuels qu'on va pouvoir mettre sur son chien pour améliorer son style, ou des skins, comme on dit dans le monde du gaming. Et en fait, pour chaque collab virtuel, on fait une collab in real life, donc on va faire un drop de merch et Gap pour ceux qui ont les accessoires virtuels. Donc on essaye à chaque fois, de donner du sens dans ce qu'on fait, à le connecter avec le monde réel, à lui donner de l'utilité. Donc ton NFT accessoire, son utilité, c'est de te permettre d'accéder à une édition limitée d'une collab entre Dogami et Gap que tu vas pouvoir vraiment acheter. Mais il a aussi l'utilité dans le jeu, dans un jeu que tu peux jouer en réalité augmentée, donc peut-être que tu contextualises dans ton environnement. Et donc on essaye de faire ces ponts entre le réel, le monde virtuel, et essayer de rendre flou la barrière entre les deux. En plus, si je ne me trompe pas, excuse-moi, Gap a déjà sorti une collection sur Tezos, et il me semble qu'ils ont fait une... C'est comme ça qu'on les a... qu'on les a sourcés, et que, entre guillemets, c'était pas simple de les signer, mais disons qu'ils avaient des prédispositions qu'il n'y avait pas d'autres. Non seulement ils avaient fait un drop, mais faire un drop, ça veut dire qu'ils avaient éduqué leurs supérieurs. Et pour éduquer leurs supérieurs, il fallait qu'ils soient eux convaincus. Donc tu avais les trois facteurs qui font que, ok, c'est pro deal, maintenant il faut closer le deal. Et c'est Chris, notre Chief Branding Officer, qui s'occupe de la relation avec les partenaires, à créer la marque autour de Dogami, la propriété intellectuelle autour de Dogami, qui a closé le deal sur Gap. Excellent. Et Gap, c'est pas... Enfin, ça, c'est peut-être une rumeur, ou je ne sais pas, mais il n'y a pas Kanye West qui avait repris la direction artistique de Gap, ou il n'y avait pas une... J'ai cru voir... Là... Kanye West a repris la direction artistique de Gap. Non, mais moi, je ne veux pas qu'on diffuse des infos... on vérifie ces infos avant de les donner, monsieur Benjamin. J'ai commencé par dire que c'était peut-être une rumeur. Attention, parce qu'après, ils vont me tomber dessus. Et on ira vérifier. Moi, c'est pas venu jusqu'à moi, mais c'est tout à fait possible. Mais on va partir du principe que c'est faux. Et si c'est vrai, on vous envoie le message. C'est important pour nous de... Moi, j'ai pas l'habitude du monde de l'information. C'est le rédacteur en chef qui parle, là. Ah bah ouais.
on est obligé de faire attention à tout ça. Excusez-moi. J'imagine que pour une marque comme Gap, et je reviendrai à toi, Benjamin, mais j'imagine que pour une marque comme toi, c'est aussi rassurant de savoir que Dogami, c'est une boîte qui a atteint déjà une certaine taille. Vous avez eu je ne sais pas comment le qualifier, mais le concours d'Ubisoft, non, dans votre financement ou en partenariat. Qu'est-ce qui vous unit à Ubisoft aujourd'hui? Une relation capitalistique. Ok. Ils ont investi dans notre première levée de fonds. On aime beaucoup Ubisoft, leur équipe sont top. Il y a un échange continu de bonnes pratiques, parce que la vérité, c'est qu'ils apprennent en même temps que nous. Et voilà, c'est relation capitalistique, échange de bonnes pratiques. On étudie des trucs à faire un peu plus dans le détail, soit avec des licences qu'ils ont en interne de leur jeu, soit avec d'autres business units de Ubisoft, parce que Ubisoft ne fait pas que des jeux vidéo. Petit wink. et voilà. Et c'est sûr qu'en tout cas, en ce qui concerne le jeu vidéo, je trouve que c'est... y a beaucoup, avec le Web3, il y a beaucoup de projets qui essayent de se lancer un peu dans le gaming. Je trouve on le voit de plus en plus. Que ce soit le play to earn ou que ce soit du gaming pur. Et ça demande quand même un sacré savoir-faire. Enfin, on ne s'improvise pas studio de jeux vidéo comme ça. Et en plus, quand on va faire un mint, je ne sais pas si l'idée est de faire un jeu vidéo, que derrière, c'est pas backé à 200% avec les compétences nécessaires, vu les budgets que ça représente de créer un jeu vidéo, c'est vraiment... C'est sûr que c'est un boulot. C'est risqué. Je trouve que c'est risqué et que c'est vraiment, ça représente une certaine compétence. Le jeu vidéo, c'est pas, on n'est pas... Donc c'est vrai que d'avoir un Ubisoft, même si c'est pas que, ils font pas que ça, que c'est qu'une relation capitalistique, ça doit quand même aussi vous et un échange de bonnes pratiques. Voilà, donc, c'est ça. On échange régulièrement avec leur game designer, on échange régulièrement avec leur équipe blockchain, etc. Mais en effet, on avait besoin de se créer une certaine légitimité. On avait la légitimité dans la tech ou le Web3 à travers moi. On avait la légitimité dans le secteur animalier à travers Adrien Magdelaine, l'un de nos cofondateurs qui avait créé Wamis, qui est un Wikipédia pour chiens et chats. Et l'idée était de construire notre légitimité sur la partie gaming. Alors, il y a deux choses qui nous ont aidés. La première, c'est que on s'est focalisé sur créer une marque. Et donc, Ludogami, c'est pas juste un jeu vidéo, c'est une marque. Et on sait qu'on peut utiliser cette marque pour faire d'autres choses que des jeux vidéo. Donc ça, typiquement, dans la grille de lecture des investisseurs, si on parle d'attirer des capitaux, ils prennent pas mal ça en compte. On a prouvé qu'on a une communauté engagée avec les chiffres que je vous ai donnés. On a montré que... que tout fonctionne bien et qu'il y a une demande. Une communauté engagée et que cet engagement est corrélé à un certain niveau de monétisation. Donc ça, c'est un point important. Donc ça peut se monétiser à travers le jeu, mais il peut y avoir d'autres moyens de monétisation. Et évidemment, c'était aussi de s'entourer avec les bonnes personnes. Alors les bonnes personnes, c'est à la fois capitalistiquement parlant, avec des gens comme Ubisoft ou Animoca Brands, qui sont moins connus que Ubisoft, mais qui sont les leaders dans le Web3 gaming, ou alors en recrutant les personnes adéquates pour nous aider à sortir le jeu. Et je pense à des gens comme Anton, qui est l'executive game producer, qui a 15 ans d'expérience dans les meilleurs gaming studios de France. Je pense à Grégory Magadou, qui est notre directeur artistique, qui a passé 15 ans chez Ubisoft, qui a travaillé sur des jeux animaliers. Je pense à Eddie, qui vient de la Française des Jeux, qui est notre game designer, qui comprend bien les mécaniques en venant du gambling, des tokenomics qui peuvent être implémentés dans le gameplay. Et ça, c'était, on va dire, notre dream team pour exécuter la vision des fondateurs. Et voilà, et là, on a de recruter maintenant des gens pas qui construisent l'équipe pour développer le jeu, mais des gens qui vont nous aider à distribuer le jeu, ce qu'on appelle des profils de publisher, de publishing, qui vont nous aider à distribuer le jeu à différents endroits de la planète afin d'augmenter notre nombre d'utilisateurs. Là, tu listes des profils qui vous ont rejoint, mais toi, c'est pareil, on t'a connu dans une autre vie, dans un business très sérieux. Enfin, on ne s'est pas connus tous les deux, mais autour d'outils financiers, on va dire, de véhicules financiers, et déjà blockchainés, si j'ai bien compris. Comment ça se passe quand on annonce à ses proches que le boulot d'après, on va créer un métaverse pour les chiens et voilà, on quitte la finance pour ça. Ça se passe comment? Qu'est-ce qui t'a motivé en fait à franchir ce pas-là?
Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont motivé à produire ce pas-là. Le premier, c'est que sur ma première boîte, on a eu un product market fit. Et un product market fit, ça veut dire savoir quoi dire, à qui le dire, pour avoir un client avant de raccrocher. Mhm. Donc, et en fait, du coup, j'ai eu ce product market fit et j'avais congestionné le pipe commercial pendant 3 mois. Et, et je suis vraiment le type d'entrepreneur qui est avide de nouveaux challenges. Et je trouvais aussi que je pouvais apporter beaucoup plus à l'écosystème. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que je pouvais apporter plus à l'écosystème sans pour autant léser ma précédente aventure. Et discutant avec mon associé d'EquiSafe, on a convenu que je puisse expérimenter quelque chose. Là, c'était l'idée de créer un startup studio. Et avait plusieurs vocations. Le premier est fédérer et animer l'écosystème avec un lieu physique, mais aussi monter des programmes qui vont accompagner des entrepreneurs et des boîtes. Je dis des entrepreneurs parce qu'on source aussi des gens avant que la boîte existe. Et du coup, on a pris ces 1000 mètres carrés de locaux à Porte-Bannière, brandé le studio ou l'accélérateur Pirates Lab. Comme étant Pirates Lab. Et là, on pourra revenir sur pourquoi ce nom, mais, Ouais. mais voilà, l'idée était de pas de lieu pour fédérer l'écosystème et notre envie d'apporter plus à l'écosystème. Donc, on a pensé un modèle où on investit dans une boîte et en fait, on se staffe dans cette boîte-là et elle nous paye le prorata de notre salaire en fonction de notre staffing afin en fait que le studio ne perde jamais d'argent. Ne demande pas tant d'argent que ça à la société parce qu'elle nous paye notre salaire, donc on ne se vend pas comme des consultants. Et forcément, dans ce modèle-là, on ne prend pas 50% d'equity comme des modèles à la eFounders ou à The Family. On prend maximum 15-20% d'equity dans la boîte et ça nous permet de nous exposer sur plusieurs boîtes sans risquer trop gros. Sans être agressif dans la prise de participation et en créant vraiment l'accompagnement, le fondateur dans sa boîte. Et sa boîte, ça veut dire qu'il ait beaucoup d'equity, sinon il ne peut pas se projeter et se dire, de se défoncer pour le potentiel upside, le potentiel exit. Donc c'est ce sweet spot qu'on a trouvé. Donc on n'est pas des investisseurs comme un fonds où on investit, on est sleeping partners. On n'est pas un studio comme eFounders ou The Family où on prend 50% d'equity et on est focus que sur cette boîte. Donc on prend moins de pourcentage, on est exposé à un peu plus de boîtes et notre objectif principal c'était de créer l'écosystème, c'est-à-dire de créer des boîtes qui ont des fortes synergies entre elles afin de maximiser leurs chances de réussite. Et comment on passe de l'écosystème au chien? Alors, c'est ma fibre entrepreneuriale. Les use cases B2B, enfin, un des facteurs de décision, je dis bon, les use cases B2B, il y a trop de décisionnaires, donc c'est difficile de créer de l'adoption. Et du coup, j'étais convaincu de pouvoir créer plus d'adoption avec un projet de B2C qui profiterait à EquiSafe in fine qu'en persistant sur un modèle B2B. Bon, les choses m'ont donné raison. Et du coup, maintenant, dans cette vision un peu large où il y a notre première boîte EquiSafe, notre studio Pirate Lab, nos participations comme Dogami, et en fait, on a fait un peu pivoter EquiSafe. Maintenant, au lieu de travailler pour d'autres acteurs, pour des clubs d'investisseurs, en fait, on se crée notre club d'investisseurs et on fait toutes les opérations capitalistiques des boîtes de notre studio en utilisant notre plateforme et en faisant en monétisant la base d'investisseurs d'EquiSafe historique et en s'en créant un nouveau avec ce virage très Web3 crypto parce qu'on est une boîte blockchain, nous travaillons avec des boîtes blockchain et qui ont des services d'investissement Web3 parce qu'EquiSafe est en train de lancer un nouveau service qu'on appelle EquiSafe Crypto où on va créer des produits financiers mais pure crypto et on commence avec un
un compte épargne en crypto-actifs stable. Donc, c'est un livret A crypto. On dépose des euros sous forme de stablecoin. On a un taux d'intérêt pour ces euros sous forme de stablecoin. Et en réalité, ces euros qu'on va déposer à travers EquiSafe vont être placés dans l'exchange décentralisé qui a été fait par Pirates et ressortir par EquiSafe. Donc ça, c'est une forte synergie entre des boîtes du portefeuille parce qu'elles travaillent intimement ensemble. C'était pareil pour Dogami et l'exchange décentralisé, dans le sens où dès que Dogami a fait son token, il a été listé sur l'exchange. Comme Dogami a une certaine visibilité, ça a créé du flux sur cet exchange-là et ça l'a rendu, alors c'était déjà l'exchange le plus utilisé, mais ça a augmenté par un facteur 100 les volumes et le CA grâce au listing du token de Dogami. D'accord. C'est vraiment créer l'écosystème, créer des synergies très fortes entre les boîtes le premier jour. Ok, c'est super clair. Et toi, de ton côté, comment on passe de l'étiquette au CatMonsters? C'est un peu la même chose, c'est le côté entrepreneurial qui fait ça. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà monté plusieurs sociétés avant. J'ai monté une billetterie sportive pour les étudiants. Je me suis toujours plutôt occupé de projets communautaires. J'aime bien le côté distribution, communauté, avoir comme ça des relais. Et je trouve ça intéressant de travailler avec des synergies avec plusieurs personnes. Donc, les griffes, les étiquettes, la boîte familiale qui a été fondée par mon grand-père il y a 60 ans, qui a été reprise par mon père, qui aujourd'hui est une boîte bien installée. Moi, je suis un peu l'entrepreneur qui a la bougeotte et je suis tombé amoureux des NFT, de l'art, à travers les NFT. Et je me suis demandé comment je pouvais allier finalement mon savoir-faire aujourd'hui, mes bonnes pratiques, au milieu du NFT. Et donc, je suis venu avec ce mix entre le scale-up, entre les wearables dans un premier temps, puis la vraie marque Phygital finalement, qui naît en tout cas du Web3. Et là, je me suis retrouvé, connaissant les marques, ayant travaillé toute ma vie avec des grandes maisons, je connais le système, je connais le principe du branding et de l'accompagnement d'une marque. Et donc, voilà, j'ai voulu créer quelque chose de particulier parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit sur les communautés NFT? On voit beaucoup de wearables, on voit beaucoup de gens qui du merch, on voit beaucoup de merch. Et la mode, c'est pas vraiment ça. Et on voit donc le hoodies, moi j'adore avoir un hoodies, tout le monde aime bien avoir un hoodies. Mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et je pense que la parole est au Web3 et qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière les images que les gens ne comprennent pas. Les NFT, pour eux, il y a beaucoup de flips et ces choses-là. Et moi, je vois aujourd'hui, on a fait des collaborations on a fait une collaboration avec Pussy Riot. Donc, vous connaissez les Pussy Riot. Je ne vais pas parler politique parce que c'est pas le but, mais je pense que tout le monde connaît plus ou moins les Pussy Riot et on salue leur engagement. Donc, on essaye de créer une marque forte avec des valeurs fortes. On a fait une collab avec les Cake Apes, qui est une communauté aussi de NFT assez underground. C'est l'histoire d'un bored ape qui s'est pris un gâteau sur la tête. Et du coup, c'est une collection qui a bien marché. Et on fait des collaborations avec des communautés assez spécifiques, assez engagées, justement pour faire valoir la culture du Web3. Et c'est là où on a une force, c'est en faisant valoir cette culture du Web3, en allant créer une marque Web3. Il y a aussi les collections CC0, donc Capture Common, donc c'est ce qui est au plus proche du libre de droit. Et par exemple, c'est une mine d'or à utiliser pour créer des dérivatifs, que ce soit des vêtements. Là, on a les Tiny Dino, par exemple, avec qui on est assez proche. On a d'autres comme les Muffers, qui ont leur histoire aussi. Et derrière, il y a plein de personnes qui font ce qu'on appelle du merchandising. Mais le merchandising, c'est bien pour faire, après un concert, il y a du merch, mais c'est pas non plus une collection, un style et une marque. Et la volonté, là, elle est assez forte de créer, justement... Moi, je m'éclate dans le Web3. J'adore les NFT. Je suis entouré de gens qui adorent ça. Et je vois, par exemple, il y a aussi les causes mentales. On s'est associé avec Cool Cookies, on a fait une collab avec eux. C'est un NFT sur le mental health, donc la santé mentale. C'est une histoire assez triste d'un garçon qui a perdu son frère et qui a créé une collection NFT. Son frère a donné fin à sa vie. Et pour faire valoir la cause... la prévention anti-suicide, il a fait un NFT pour lever des fonds. Et pour lever des fonds. Et ça, moi, personnellement, ce type de collection-là, ça me touche.
Et quand tu dis collab, c'est quoi? Vous faites un NFT commun, vous faites non, un wearable, on invite ces communautés-là déjà à minter gratuitement. Donc Ok. on offre à ces communautés-là. On va les chercher une par une. Je m'occupe moi-même des différentes collabs. Je n'ai pas de collab manager, je m'en occupe personnellement. Et on va chercher des communautés. Alors ça prend plus de temps, mais on va chercher des communautés qui ont du sens pour nous. Et petit à petit, avec des ramifications, on a plusieurs communautés qui rentrent dans le projet, à qui on va offrir un mint et qui vont nous aider à construire notre marque. D'accord. Et c'est pareil aujourd'hui, c'est ce que je fais avec 20 Mint. Voilà, je vois bien qu'ici, il y a un intérêt, il y a un funnel, il y a un canal, il y a des gens qui s'intéressent au Web3. Je les invite, comme je le disais tout à l'heure, je le répète, je les invite à venir sur le Discord. Et toutes les personnes qui viennent pendant la période de l'émission, revendiquant être de 20 Mint, auront un Mint gratuit, ce qui nous permettra à nous de les réunir, avec les mechas, parce qu'on a beaucoup de mechas, on a aussi beaucoup de communautés françaises. Tout le monde se réunira. Tout le monde se réunit et puis on peut travailler ensemble et développer les choses. Et je reviens un peu sur le projet en lui-même. On a créé un système de burn. Donc il y a la possibilité à la fin de Cat Monsters, au passage à Play Monsters. En fait, le Cat Monsters, c'est le ticket d'entrée. Et il y a un système de burn, on peut brûler le chat. Ouais. Et le NFT du chat, on s'entend bien. On burn le NFT du chat. Et en burnant le NFT du chat, on va avoir un espèce de angel cat, donc un chat avec une auréole. Ah oui, et en fonction de la couleur de cette auréole, justement, on aura soit une whitelist pour le projet Play Monsters, ou soit un free mint, ou soit une réduction importante. Et donc, burn or not burn. On a repris un concept un peu que le Time Magazine avait utilisé aussi pour un de ses NFT. On pouvait brûler une cover du Times pour avoir une œuvre d'un artiste. Donc là, voilà, la question c'est, est-ce que vous allez garder votre Cat Monsters pour garder cette participation dans tout ce qui est côté wearable, ou est-ce que vous allez le brûler pour continuer l'aventure plutôt sur Play Monsters, qui va être la collection, la main collection, qui va être la collection plutôt dans la real life. Et c'est ça qui est intéressant. Et on a aussi des artistes, on a plus d'une dizaine d'artistes différents, donc de ces différentes communautés qu'on a regroupées, qui font des one-to-one, donc qui font leur propre chat, qu'on va intégrer dans notre collection. Donc on a la possibilité de minter un chat qui sera unique, qui sera par exemple Cake Ape, l'artiste qui est assez connu, a fait un chat qu'on n'a pas encore reveal, même en sneak peek, mais il a fait un chat qui est canonissime, et ça typiquement c'est pas un chat qu'on va vouloir brûler, parce que c'est un one of one. Et, voilà. Mais donc il y a tout un mécanisme autour de ça, et les détenteurs, ceux qui auront pris plusieurs Cat Monsters, qui en auront plusieurs, auront, quand on fera des drops de wearable, auront le droit à un wearable à partir du moment où ils auront un certain nombre de chats. Ouais. Et on est en train de travailler aussi sur un système de earning. Donc s'il y a vraiment ce qu'on appelle des whales, des baleines, auront un pourcentage sur les ventes. Voilà. Et j'insiste encore sur le fait que ce soit très communautaire, puisqu'aujourd'hui, on avait déjà, dès aujourd'hui, même qu'on n'est pas minté, on a déjà des personnes qui nous aident sur du CSS, sur de l'intégration, sur du marketing. Il y a des personnes de la communauté qui viennent, qui se proposent à nous, qui deviennent modérateurs parce qu'ils veulent nous aider, qu'ils ont bien compris le projet. Et je trouve que cette approche-là est géniale, d'avoir une communauté. Bon, alors, je ne veux pas parler de DAO encore, parce qu'on n'est pas encore, mais ça y ressemble un petit peu, ça s'approche. Yes. Mais je n'ai pas la connaissance technique suffisante aujourd'hui pour me revendiquer d'un DAO. Donc, on est en train de créer cet univers, cet écosystème qui va permettre de gérer cette marque avec la communauté. Et c'est une super aventure, et on rencontre des gens... c'est incroyable. On vous encourage tous à aller la suivre. Je sais que tu es très bavard, mais on doit libérer tout le monde. Moi, je vous encourage tous à rejoindre le Discord de Cat Monsters, et vous allez pouvoir suivre cette aventure qui est communautaire. Donc, il a besoin de vous. Allez-y, et vous aurez en prime un free mint, puisque c'est ce qu'a annoncé Benjamin en début d'émission pour ceux qui n'étaient pas là. Petit mot, Bilal, pour parler quand même, tu nous disais tout à l'heure sur Pirates Lab que le nom était un clin d'œil à quelque chose. Et ça nous permet, en sachant plus sur ce nom, de donner aussi l'agenda. Je crois qu'il y a des rendez-vous prévus chez vous. Tout à fait. Alors, pour les rendez-vous prévus, il y a notamment un super meet-up demain, This is in Web3. Donc, je reçois 3 brillants VC de la place parisienne qui regardent et que je considère humblement
comme gens experts dans leur sujet. Il y a Bartosz Jakubowski de Alven, qui est limite un prophète pour moi, parce que chaque mot qu'il distille, j'ai une révélation. Pour vous dire à quel point j'aime beaucoup Bartosz et je le trouve très pertinent quand on lui pose des questions. Alexis Dupelou, qui est un de nos investisseurs de Dogami, de Xange, qui regarde beaucoup l'écosystème et qui est très pertinent sur les questions de marché. Et Dimitri, qui s'avère avoir été mon premier stagiaire dans ma première boîte, qui est maintenant VC dans un fonds super connu à New York, et qui s'appelle White Star Capital. Et donc à E3, je vais modérer une table ronde où on va discuter. On va faire une première phase un peu dans la tête d'un entrepreneur, essayer de comprendre comment les VC voient les entrepreneurs. Ensuite, on va faire dans la tête d'un VC, essayer de comprendre comment un VC pense qu'un entrepreneur le voit. Ouais. Et puis à la fin, un mix des deux, la relation entre VC et entrepreneur, à la fois avant le deal, où il y a ce parallélisme entre des discussions officielles, des discussions non officielles, et la relation en fait change après, où en fait, une fois qu'un VC investit chez toi, c'est une relation pour 6-7 ans. Donc l'essence de la relation change et on va essayer de partager ça pendant 1 heure, 1 heure et demie avec tous les gens qui vont participer. Mais sinon, globalement, il y a une session de pitch tous les mois. Il y a un autre événement thématique. Là, c'est VCs in Web3. Et le mois prochain, il y aura Women in Web3. Le mois suivant, il y aura Sports in Web3. On fait beaucoup de choses en anglais. Bon, demain, ça va être très technique, donc on va le faire en français pour que les gens digèrent bien tout ce qu'on va se dire. Mais en général, c'est fait en anglais. Et on invite évidemment, et j'utilise la plateforme pour inviter tout le monde à, si vous voulez faire un événement Web3 sur une thématique précise et que vous cherchez des locaux, ben, n'hésitez pas à nous solliciter chez Pirates Lab sur le Twitter ou sur le LinkedIn. Et puis on va essayer de trouver un moment pour vous prêter les locaux pour faire l'événement. Ben on pourrait organiser ça, nous. Hein. On pourrait se faire un petit truc avec la communauté. Il faut qu'on s'en parle. On est voisins en plus. Hein. Exactement, on est à Levallois, Porte d'Asnières, avec 2 terrasses qui vraiment en jettent. Et donc, je vous invite à venir au moins visiter les locaux à l'occasion si vous passez à côté ou à vous inscrire dans nos événements. On n'y manquera pas. Théo. Ensuite, pour le nom. Pardon. Ouais, et puis il y a le nom. Une réponse officieuse. La réponse officielle, c'est que j'aime bien l'esprit de la piraterie. Je trouve que dans la gouvernance de la piraterie, qui est très décentralisée, ça se rapproche beaucoup de la gouvernance de ce qu'on peut faire avec de la blockchain. Je trouve que même dans le code des pirates, le capitaine et un bot, chacun avait un poids identique, pouvait faire éjecter le... Donc il y a cet esprit de décentralisation dans la piraterie. Et il y a aussi l'esprit entrepreneurial de prendre la mer, d'aller à l'aventure, de se confronter à l'inconnu, que j'aimais beaucoup. Donc ça, c'est la réponse officielle. La réponse officieuse, c'est qu'après avoir passé 3 ans à faire du réglementaire et du code monétaire et financier, t'es devenu un pirate. Auprès de l'AMF, où j'ai montré patte blanche. Là, je me suis dit, je vais faire un peu plus le pirate que ce que je n'ai fait dans ma première aventure. Nautilus nous dit que c'est une vision romancée de la piraterie, mais en tout cas, c'était aussi la vision de Yann Toulek dans cette émission que vous aviez gérée, Romain et toi, il n'y a pas très longtemps. Il parlait de l'île aux pirates comme d'un modèle, et je pense que c'est une vision qui irrigue pas mal d'entre nous quand on se lance là-dedans. Il faut être un peu pirate dans l'âme, quoi. Ouais, mais clairement. Il faut être pirate dans le sens vouloir challenger le statu quo. Il faut être pirate dans le sens il faut être ambitieux et courageux. Et ce qui se passe dans cette nouvelle économie qui est le Web3 ou l'Internet de la valeur, c'est que maintenant c'est là depuis 10 ans, c'est là pour rester. C'est que maintenant qu'on sait que c'est là pour rester, on sait qu'il y a des opportunités, mais quelles sont-elles ? Et c'est un peu la chasse au trésor, là.
Les pirates, ça t'inspire aussi, Ouais. Théo? Ouais, clairement, parce que aussi dans le côté tech, la piraterie informatique, c'est un peu ce qu'on fait avec la blockchain. On invente de nouveaux usages, de nouvelles façons de builder des choses. Donc, ouais, moi, je m'identifie aussi pas mal. Et même le Web3 en général, je pense, s'identifie beaucoup à ce terme. À cet Tous les gens, univers. dans le Web3, on les appelle les degens. Mm. Voilà, c'est des gens qui sont super curieux, qui ne se retrouvaient pas forcément dans les schémas traditionnels, qui sont allés voir ce qui se passait dans le Web3. Et d'ailleurs, on le voit, hein, quand on regarde l'écosystème du Web3, tu vas à un meet-up, il y a des gens de Rothschild avec des hackers qui mettent jamais la caméra quand ils sont en visio. Donc il y a cette diversité de profils, mais qui, je pense, dans les personnalités des personnes, ils ont tous ce dénominateur commun de curiosité, d'ambition, d'opportunité à aller chercher. C'est vrai que ce côté-là, moi, ça m'avait surpris. Dans le métier, je me suis adressé à des communautés différentes, certaines qui étaient menacées pour plein de raisons, mais c'est la première communauté qui m'a fait basculer dans tout un ensemble applicatif dédié. C'est la première fois, par exemple, que j'ai découvert qu'on pouvait passer des coups de fil sur Telegram. Et alors, quand il y a ce petit truc qui apparaît, la encryption, on a l'impression d'être dans un film d'espionnage. J'avais Telegram depuis quelques temps, mais je n'avais jamais eu à l'utiliser. Et ces valeurs-là que moi je découvre, hein, puisque, comme vous savez, si vous me connaissez depuis longtemps, je continue avec vous tous mon apprentissage dans cet univers merveilleux. Ça me surprend pas. C'est un des bons traits communs entre vous trois. Ouais, non, mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit maintenant. Moi, j'ai une imagination comme ça très visuelle et je me vois en tant qu'entrepreneur, déjà, il y a ce côté pirate, ça c'est évident. Et le Web3, ouais, c'est complètement ça. Et quand on voit OpenSea avec le petit drapeau, voilà, il y a vraiment cet état d'esprit. Mais justement, il faut défendre les valeurs de cette piraterie de manière positive et saine. Et c'est ça mais ça, c'est un beau message de fin, ça, Benjamin, ça c'est chouette. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ce que je pense et c'est aussi l'idée de mon projet. C'est ce que je disais aujourd'hui. Là, on vient de parler de pirates. Quelqu'un qui vient, il va dire les pirates, ouais, les hackers et tout ça. Il va avoir cette image très négative, mais tu fais bien de leur dire. Il faut. C'est vrai que c'est osé. Voilà. Bon, super. Moi, sur mon bateau de pirate à moi, où on ne fait pas beaucoup d'abordage, j'aurai un chien et j'espère que ce chien aura un nom grâce à vous. J'espère aussi que je voulais rajouter un truc. Ouais, bien sûr, je t'en prie, Bilal. Non, je voulais rajouter un truc, c'est que aussi c'est le partage. Les pirates, dans le cadre de la piraterie. Ah oui, c'est vrai que tu partages le butin. De manière équitable. Et c'est à la fois la même chose avec la décentralisation, ce partage équitable, ou du moins transparent. Et on le voit dans la communauté Web3, c'est qu'il y a aussi beaucoup de partage de connaissances. Et s'il y a un maître mot où je veux qu'on retienne pirate, c'est que pirate, c'est un lieu où on partage la connaissance. Et c'est ça qui est super important pour nous, et surtout dans cet environnement plus naissant, mais disons qui a encore besoin de talent, d'éducation, et partager, ça accélère cette adoption. C'est pas mal, non ? On peut rester là-dessus, je pense. Ça, c'est le mot de la fin. Exactement, bravo, c'est un métier. Bravo et merci surtout à vous. Alors merci Benjamin d'être venu jusqu'ici. Dans ce studio, il doit faire à peu près 67 degrés. Je pense qu'on a perdu 2 litres d'eau. Ouais, c'est un sauna ce studio, mais c'est sympa quand même. Donc Bilal, merci. Tu vois ce à quoi tu as échappé, c'est cette espèce de séance de sauna, comme le dit Benjamin. Merci à toi. Rendez-vous pour l'un sur le Discord, pour l'autre, pourquoi pas, au prochain Mint de Doga, mais aussi à Pirates Lab dès demain, pour ceux qui sont intéressés par cette rencontre avec des VC légendaires. Il faut s'inscrire, j'imagine, donc je vous laisse regarder tout ça. Théo, tu reviens ? C'est toujours un plaisir, Laurent. Ouais, écoute, on t'a pas assez entendu aujourd'hui. Je t'avais dans mon angle mort. Je te vois mal quand c'est comme ça. On va retrouver une configuration plus proche, je pense, de la semaine dernière. Déjà, notre médecin nous le conseille parce que là, il fait trop chaud. Hélène, merci beaucoup pour toutes ces petites galères du soir. Tu t'en es sorti avec beaucoup de talent, comme d'habitude. Merci. Tu as pu faire ton tirage au sort ? Pouce levé, le tirage au sort est fait. Rendez-vous sur le Discord pour savoir si vous avez gagné le fameux NFT de Bilal. Il est collector. Moi, j'aurais bien aimé en avoir un. Malheureusement, j'en aurais pas.
Bilal, promis, on te donne des droits de suite. Tu touches une fortune s'ils les revendent à prix d'or quand tu auras eu toutes les distinctions que tu mérites. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve pour ceux que le projet 20 Mint t'intéresse entre nous, entre guillemets, sur le Discord jeudi soir, 18h30. Connectez-vous, ce sera en sonore, ce sera une conf sonore, et puis on prendra les questions des uns des autres, on fera le débrief de ce numéro qui nous a beaucoup occupé, et puis on parlera un tout petit peu de la suite, mais vraiment un tout petit peu. Et chaque chose en son temps. Merci encore à tous et à très vite. Merci. Et à la semaine prochaine pour une émission spéciale. Merci encore de l'invitation. Merci Bilal. La Salut semaine Bilal. prochaine, Ciao. émission spéciale sport. On va lancer un gros tournoi FIFA. On a besoin de vous. Si vous êtes chaud, ça va être un tournoi très rigolo. Évidemment Web3 parce qu'on fait que des choses Web3. Et donc, on parlera de tout ça la semaine prochaine. Promis, ça va être assez rigolo. Je ne sais pas si vous êtes fort en FIFA. Pas du tout. Ouais, j'étais plus PES que FIFA. Ah, Bilal, fort en FIFA? J'adore jouer à FIFA, mais je suis moyen, mais je n'ai jamais été très bon. Chauffe ta Mais communauté. ça peut m'intéresser de faire une partie. On a mieux à te de faire des proposer. poker avec notre communauté, donc je peux faire un Ah ouais. avec la vôtre. Mais on a encore mieux à te proposer. On va faire une grosse équipe communautaire 20 Mint avec les gens, les mechas et ceux qui veulent. Et on va faire un tournoi de 11 contre 11 et on va prendre les gens de la communauté d'Ogami en 11 contre 11. Il faut que tu montes ton équipe et on va faire ça. Énorme. Alors attends, parce que j'ai rencontré un mec brillantissime qui s'appelle Tristan. Et ben ouais, c'est lui qui vient la semaine prochaine du projet IFC. Exactement. Et c'est Tristan, notre invité de la semaine prochaine. Et c'était pas répété. Hein. Ça, On a c'est fait une ça. transition. Belle transition. Lui et sa team, ils sont brillants. Il est génial. Ils ont fait les choses by the book pour exécuter proprement leur projet, donc c'est clairement des gens à suivre. Bon, et ben super. Et ben écoute, il sera chez nous la semaine prochaine. Merci encore, messieurs. Merci Hélène. Et à très vite. Et merci à vous tous pour tous vos commentaires. Salut! Enjoy, ciao. Ciao, ciao.